Salut à toutes et tous, moi c'est Margot, détective autoproclamée en prévention du risque. À mes côtés, vous allez mieux comprendre, et moi aussi, comment la recherche nous aide à limiter les risques dans notre vie quotidienne. Vous allez aussi découvrir de super projets soutenus par la Fondation Maïf, une fondation reconnue d'utilité publique. Dans ce podcast, c'est une sorte d'enquête que je mène et pour ça, je m'entoure à chaque épisode d'une équipe de rêve pour ne rien laisser au hasard. Enquête de prévention, un podcast de la Fondation Maïf. L'alerte à la population. Et les catastrophes se multiplient, 50 personnes coincées dans la commune de Château-Renard près d'Avignon. Après les inondations de cette nuit en Aveyron, l'incendie est désormais aux portes de Rodez. Pour les personnes encore présentes sur place, trop tard pour évacuer la ville, tous les habitants sont appelés à rester confinés chez eux. Enfin, une tempête de sable est annoncée dans la Creuse, ainsi qu'une invasion de sauterelles à Paris. Dans le reste de l'actualité... Attends, mais c'est l'apocalypse ou quoi ? Je vais appeler Karine. Allô Karine, je t'entends pas très bien, t'es où là ? Je suis dans mon bunker, je reçois plein d'alertes là sur mon téléphone. Je prends pas de risque. T'as eu Johnny ? Non, pourquoi ? Avignon est complètement sous l'eau et je crois qu'il y a encore. Ok, attends, je vais essayer de l'appeler. Allô ? Johnny, ça va ? Ouais, j'ai connu mieux. Attends, c'est quoi le bruit que j'entends derrière toi ? Je suis en train d'écoper dans mon salon. T'as pas reçu l'alerte ? Quelle alerte ? Ils ont envoyé une alerte ? Ok, d'un côté, Karine a été inondée d'alertes, de l'autre, Johnny a été inondé tout court et n'a reçu aucun message. C'est très étrange. Et ça me pose pas mal de questions. Ça y est, on se retrouve plus au calme et au sec autour d'une table. Alors, je vous présente officiellement quand même Karine Weiss, professeure de psychologie environnementale à l'université de Nîmes, et Johnny Douvigné, professeur de géographie à l'université d'Avignon. Alors, pour commencer, pour qu'on pose les bases quand même, j'aimerais comprendre une alerte en France. Finalement, ça concerne quel danger ? Qui se lance ? Johnny ? L'alerte, ça concerne beaucoup d'événements qui sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique des biens et des personnes. C'est la définition officielle. Donc ça peut être une inondation, un incendie, mais ça peut aussi être un accident industriel, un accident nucléaire qu'on souhaite évidemment jamais sur l'ensemble des événements. Il y a aussi des alertes enlèvement et des alertes sanitaires, par exemple. Et aujourd'hui, c'est quoi les différents moyens d'être alerté ? Karine ? Alors les différents moyens, c'est les sirènes que tout le monde connaît. On peut recevoir un message sur son téléphone. Donc là, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement avec Johnny sur notamment le système FR Alert. On peut recevoir un SMS, on peut recevoir un mail par sa compagnie d'assurance, par exemple. J'ai oublié quelque chose, Johnny ? Il y a aussi des messages sur les panneaux à messages variables qu'on peut retrouver sur les autoroutes. Donc il y a différents canaux et la question, effectivement, c'est la perception qu'en pense la population. Tu disais, Karine, les sirènes que tout le monde connaît, mais pas tellement en fait, parce que justement, selon un rapport de la Cour des comptes qui est sorti là en septembre 2025, t'as que 1 Français sur 5 qui connaît véritablement le comportement à adopter lorsqu'elles retentissent. Quand j'ai vu ça, ça m'a un peu interpellée. Alors je disais que tout le monde connaît parce que quand on demande à n'importe qui, un enfant, un jeune, une personne plus âgée, par comment on est alerté, c'est effectivement la sirène qui est citée en premier. Sauf qu'effectivement, personne ne connaît la signification de la sirène. On sait que le premier mercredi du mois, potentiellement, il y a cet exercice qui permet de vérifier si la sirène est entendue. Mais la sirène, aujourd'hui, elle est très peu informative. Elle n'est même pas du tout informative. C'est-à-dire qu'on sait qu'il se passe quelque chose éventuellement, mais on ne sait pas quoi et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Oui, j'allais dire, on fait quoi en fait ? On ne sait pas ce qui se passe. Et c'est quoi le comportement ? On court partout ? Qu'est-ce qu'on fait ? Historiquement, le signal de la sirène, ça désigne une mise à l'abri, donc un confinement. Mais en fait, on a tous oublié parce qu'on n'a pas été formé à ça ou parce que il y a différents dangers. Et la sirène, aujourd'hui, elle peut te déclencher pour différents types d'événements. Et donc, ça n'associe pas une consigne avec la nature du danger. Mais en principe, on l'entend, on se met à l'abri dans l'endroit le plus proche. Donc, j'ai une supérette à côté de moi, je rentre dedans. Il faudrait. Sauf Ok. que si vous êtes en voiture, ça pose plein de questions. Et puis, si vous entendez la sirène et que vous ne savez pas quoi faire, vous continuez à ne pas savoir quoi faire. Et une partie de la population continue son activité au quotidien.
D'où la diffusion cellulaire, donc le petit message qu'on reçoit sur notre téléphone qui serait a priori plus pratique, qui fonctionnerait mieux. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, les autorités ont la possibilité d'associer une information, d'associer des consignes, de décrire l'événement et de façon textuelle. Donc la personne lit le message. Alors c'est pas suffisant, hein. Il y a toute une partie de la population qu'il faut aussi aller toucher, notamment des personnes en situation de handicap, mais ça n'a rien à voir par rapport à un signal sonore où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Si ce n'est que c'est quand même un signal sonore qu'on reçoit, qu'on n'a peut-être même jamais entendu, et il n'y a pas eu besoin de télécharger une application. C'est-à-dire qu'on la reçoit tous si on est dans un périmètre donné, hein. C'est bien ça ? Tout à fait. Est-ce que ça vous dit qu'on essaie de créer une alerte ensemble ? Si vous voulez, ouais. On peut tenter ça, parce que je crois que tous les deux, vous avez quand même pas mal travaillé là-dessus, sur des ateliers notamment, à créer avec différentes personnes les alertes les plus efficaces, c'est ça ? Oui. Alors on partirait sur quoi ? Karine ? Je sais pas, inondation peut-être ? Ok. Donc inondation. C'est quoi le synopsis ? Il y a une inondation, allez, je prends des notes. Alors, une inondation, on est où ? Après, là, il faut préciser soit le cours d'eau, soit le département, puisqu'on rappelle que c'est les autorités préfectorales qui ont la main sur le déclenchement de dispositifs FR Alert. Donc, il faut choisir un département. Dans le Gard, par exemple ? Dans le Gard. Chez moi. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est important ce que dit Johnny, parce que le premier élément qu'on va avoir sur l'alerte, c'est qui envoie l'alerte. Donc, sur le message, l'expéditeur doit être... En général, c'est plutôt la préfecture ? C'est la préfecture. C'est même tout le temps la préfecture ? C'est quasiment tout le temps la préfecture. Ok, d'accord. Donc, comment on va composer notre message ? Parce que là, Karine, je m'adresse plus à toi là-dessus, sur comment en fait, on va faire en sorte que les gens, même si je crois que tu n'aimes pas trop ce mot des gens, plutôt parler d'individus. D'ailleurs, tu vas peut-être nous dire pourquoi. Les gens, comment ils réagissent, quoi, c'est ça. Alors c'est vrai que le terme les gens, c'est ce qu'on utilise dans le langage courant, mais dire les gens, ça voudrait dire que tout le monde réagit de la même façon. Et c'est comme s'il y avait un bloc de gens, quelque chose qui est un peu indéfini, et on s'adresse à ce bloc tout le temps de la même façon. Et en fait, nous, en psychologie, on aime bien plutôt parler d'individus pour mettre l'accent sur le fait que on va avoir chacun une perception différente, là, pour le coup, du message d'alerte. Et alors, bien sûr, le message va être le même pour tout le monde. Oui, j'allais dire ce qui rend l'exercice d'autant plus difficile. C'est ça. Et donc, on va essayer de comprendre comment il y a différentes perceptions d'un même message, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de variabilité possible lorsqu'on va recevoir, et que les personnes qui reçoivent ce message sachent quoi faire. C'est ça qui va être important. Et donc, on a travaillé pas mal là-dessus, sur cette question-là, de savoir comment est-ce que le message doit être justement formulé, quels sont les éléments qui doivent être dans le message. Et ça permet d'avoir effectivement un message qui devrait être intelligible par la majorité des personnes. Encore une fois, on ne va jamais toucher 100% des personnes de la même façon avec un message. Alors, on inverse les rôles. C'est vous qui me posez les questions ? À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans un message d'alerte ? Quels sont les éléments que toi, tu aimerais avoir ? Je pense que j'aimerais savoir déjà de quoi il s'agit, en premier. Inondation, feu, ça me paraît important. La marche à suivre, sans doute. Je dois me mettre à l'abri. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Après, une question de temporalité. Ça se passe maintenant ? Ça se passe dans quelques heures ? J'imagine que si l'alerte est déclenchée, c'est que ça se passe maintenant, non ? Sauf que parfois, il y a un délai pour se mettre à l'abri. C'est-à-dire que si tu es au travail et que tu dois rentrer chez toi, il faut peut-être anticiper le fait que peut-être que les cours d'eau vont être inondés, que les routes vont être coupées. Donc, Mais elle a combien de temps, la préfecture, pour l'écrire en général ? Enfin, à quel moment il n'y a pas de règle ? Il n'y a pas de règle. Et alors, elle peut mettre, je sais pas, on va dire 10 minutes, un quart d'heure à écrire le message. La diffusion se fait en 2 secondes. Donc ça, c'est pas la question. Il ne faut pas oublier que l'alerte, c'est un message qui arrive sur le téléphone. Mais il y a aussi un délai de mise à l'abri et de mise en sécurité. Oui, mais c'est-à-dire que je peux pas prendre en compte les gens qui vont travailler, les gens qui sont chez eux. Non, c'est ce que disait Karine, c'est qu'il faut à la fois parler à tous les individus et en même temps, chaque individu a des besoins individuels. Si tu as des enfants et que ton école est en zone inondable, tu fais quoi ? Ah non, mais moi, je prends mon canoë, je vais les chercher, mes enfants. Les premières consignes qu'on va indiquer, c'est se réfugier, se mettre à l'abri, éviter les cours d'eau, et effectivement, laisser vos enfants, ils sont en sécurité à l'école. Oui. Et tu remarqueras qu'on n'a pas dit de négation. Il n'y a pas de ne pas faire, parce que les négations, c'est contre-intuitif. Ah ouais. Si je te dis, ne va pas chercher tes enfants à l'école,
ou à l'inverse, laisse tes enfants à l'école, ils y sont en sécurité, je pense que l'impact, tu vois que c'est pas la même chose. C'est comme les enfants, tu leur dis non, surtout ne débarrasse surtout pas la table. Ah ouais, si, je vais débarrasser la C'est table. ça. Exactement. C'est ce qu'on appelle les effets de cadrage en psychologie sociale. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un ne fais pas ça, finalement, ça induit l'idée qu'il est possible de le faire. Donc le message positif, sans négation, sera plus efficace. Le fait est que tu vois, quand tu disais ne va pas chercher tes enfants à l'école, j'étais non, bien sûr, tu crois vraiment que je vais pas aller chercher mes enfants en situation. Alors, tes enfants sont en sécurité, tu peux les laisser à l'école, c'est vrai que ça n'a pas du tout le même effet. C'est ça. On fait appel à quelle émotion quand on va écrire ces alertes, justement? Est-ce que l'objectif, c'est de faire flipper les gens, c'est de les rassurer? Parce qu'en même temps, il faut agir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'objectif, c'est pas de faire flipper les gens, c'est pas non plus de les rassurer, c'est simplement de les informer. Donc, ça va être difficile de gérer ça. On a travaillé justement lors d'exercices où des alertes ont été données avec bien écrit sur l'alerte qu'il s'agit d'un exercice. À la fin du message, on avait un lien vers un questionnaire que les personnes ont rempli. Et ça nous a donné des éléments, justement, on a interrogé les émotions, les réactions, etc. Et souvent, ça peut générer du stress. Et finalement, c'est normal, parce qu'en situation d'alerte, c'est une réaction tout à fait normale que d'être stressé. Mais à partir du moment où on associe ce type d'émotion à des consignes claires, c'est-à-dire que je suis stressée, mais je sais quoi faire, c'est pas négatif. Voilà. C'est quelque chose qui peut entraîner les gens à avoir les comportements attendus. J'ai un peu les personnages, vous savez, le dessin animé vice-versa. Je m'appelle Joie, et elle, c'est Tristesse. Je vous présente Colère. Elle, c'est Dégoût. Voilà Peur. Alors, je vais faire appel à la peur, à panique, donc surtout pas à panique Non, dans cette surtout pas. situation. Mais non, c'est intéressant. Mais alors, justement, tu parlais de les gens qui vont être entraînés, et ça nous amène aussi à cette question de la culture du risque. La culture du risque, qu'est-ce que c'est, Johnny? C'est un terme qui n'est pas toujours simple à définir. Même nous, scientifiques ou citoyens, on ne met pas la même chose derrière. Donc l'idée, c'est de savoir un peu quels sont les comportements adoptés selon les différents dangers. Est-ce qu'on se souvient de quelques événements? Et surtout, est-ce qu'on arrive à se représenter un événement qui peut survenir demain? On a évoqué les inondations. On a tous une image d'une inondation qui nous vient en tête, soit celle qu'on a vue dans un film, soit une photo qu'on a vue à proximité de chez soi. Mais c'est toujours compliqué de se dire ça va arriver un jour, et ça se trouve, je vais être face à une inondation, et qu'est-ce que je fais sans paniquer, ce qu'on disait à l'instant. Oui, parce qu'on n'est pas comme... la France, on est relativement épargné. Alors, inondation avec beaucoup de guillemets, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je veux dire, en termes d'événements extrêmes, on n'est pas... Il n'y a pas de typhon, il n'y a pas de tremblement de terre, ou peu. On est relativement safe, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est relatif, parce que malheureusement, les inondations entraînent des décès tous les ans en France. On va mettre les Outre-mer aussi, où c'est un territoire qui est quand même très sensible à certains événements, et surtout avec le changement climatique actuel, on voit bien que les épisodes pluvieux s'intensifient, et ça veut dire que les inondations, elles surviennent peut-être moins souvent, mais plus violemment. Donc du coup, c'est pas un discours pessimiste, c'est juste une réalité, et il faut se préparer. Et c'est pour ça que la culture du risque, elle est importante. On disait tout à l'heure, les personnes ne se souviennent pas ou n'arrivent pas à identifier le signal sonore. Moi, quand j'entends ce chiffre, je suis un peu déçu, parce qu'il y a plein de campagnes de sensibilisation. Il y a des exercices aujourd'hui au niveau des scolaires, 3 exercices par an, pour justement augmenter cette connaissance des comportements. Sur le signal sonore, il y a un rapport qui avait été fait en 2014, donc il y a plus de 10 ans, qui disait 20% de la population arrive à peine à reconnaître le signal des sirènes. 10 ans plus tard, on est à peu près la même chose. Alors ça, c'est sur les sirènes, et je pense qu'heureusement, il y a l'alerte sur les téléphones aujourd'hui. Et puis après 2014, il s'en est passé aussi des petites choses, alerte attentat notamment, qui peut-être nous ont un peu plus sensibilisés à ces sons. Bien sûr. Malheureusement, il faut que les choses avancent malheureusement, il y a des catastrophes qui se produisent et les choses avancent. On est relativement protégé, mais la culture du comportement adapté à une situation, elle est compliquée, et en France en tout cas. Est-ce qu'on peut réécouter le son justement de l'alerte téléphone? Parce que ce son-là, et on va en parler Karine, c'est un son qui a interpellé notamment les jeunes générations. Et ça sonne très fort. Ça sonne assez fort, oui. Ah oui, c'est pas agréable du tout, ouais. Ouais. Je crois qu'il allait encore se dire. Et on peut l'arrêter d'ailleurs. Alors là, en sachant qu'on l'entend sur un téléphone, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'effet de contexte. Ouais.
Si on est dans une pièce où il y a plein de monde, tous les téléphones vont sonner quasiment en même temps. Donc c'est là où il faut avoir un réflexe de lire le message et de ne pas couper le son. Parce qu'en fait, si on coupe le son, Parce qu'on peut on être gêné, enlève se la dire notification. oh non, mince, qu'est-ce que c'est, je le coupe tout de suite. Bien sûr. Et après, il y a d'autres endroits où, on l'a vu, c'est plus bruyant, on a plus de mal à percevoir ce son, donc c'est pas si simple. Notamment quand on est en milieu urbain avec les bruits environnants, en fait, on n'entend quasiment pas le signal du téléphone. Oui. Pourtant, il est quand même balèze. Parce que là, il est proche du micro et qu'on est dans un endroit où c'est au calme. Mais là où j'ai vu quelques... Alors, j'ai jamais été témoin, à titre personnel, de scènes, d'exercices ou même de cas de figure réels où ce son retentissait. Vous, des exercices, vous en avez fait plein. Karine, quand ce son retentit, les jeunes particulièrement se disent plus stressés que les autres. C'est étonnant, pourquoi ? Une des explications qu'on a, c'est le fait que les jeunes n'ont pas de son qui sortent de leur téléphone habituellement. Le téléphone n'est plus utilisé comme un téléphone, mais comme un outil qui permet d'aller sur les réseaux sociaux. On fait plus sonner le téléphone, on reçoit des messages, etc. Et donc, ils sont peut-être moins habitués à avoir un son déjà qui sort de leur téléphone. Donc, ça, quelque chose d'assez étonnant et qui va créer plus de stress parce que c'est plus intriguant et donc voilà, c'est l'idée de cette génération silencieuse qui ne répond pas, hein. Donc tu es maman, peut-être que tes enfants sont pas encore assez grands pour avoir un téléphone, mais les jeunes ne répondent pas quand les parents les appellent au téléphone, par exemple. Voilà, ça fait partie de ça. Et effectivement, ce que disait Johnny, on a fait des exercices. Moi, j'ai souvenir notamment, j'étais dans un centre commercial pour observer les réponses, les comportements des individus qui étaient présents ici. Et la plupart des personnes regardent et puis ne font rien. Et quand on leur... Bon, ils voient rapidement que c'est un exercice aussi, mais on a presque l'impression que voilà, même le son n'est pas très intriguant dans ce genre de situation. Mais ça pose quand même pas mal de questions. Si les jeunes ne sont pas sensibles au son, ou en tout cas que ça provoque un stress... Oui, donc ils sont sensibles. Et oui, parce qu'il y a le stress, c'est-à-dire que stimulant, et le stress bloquant. Ouais. Donc en fait, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement repenser aujourd'hui la façon d'alerter ? Moi, je pense pas. C'est que justement, c'est la dualité de l'alerte. C'est que l'alerte doit à la fois être entendue et donc induire une réaction, sans pour autant provoquer un stress. Mais on n'a pas de juste milieu. Donc, le but des exercices qui ont été conduits jusqu'à maintenant et qui vont se renouveler de toute façon dans les mois à venir, c'est de former la population à reconnaître ce son pour que tout le monde ait le réflexe de lire le message sur le téléphone et de diminuer en même temps le stress et la peur. Alors, à titre personnel, moi, je me souviens des exercices, on a plutôt le côté alerte incendie à l'école, quand ça retentissait, on était là, super, au moins c'est une pause, on va aller dans la cour de récré et on va pas avoir cours. À aucun moment, je me disais, il y a vraiment le feu. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer une accoutumance à ces alertes, si on multiplie les exercices, parce qu'il y en a eu peu finalement en 3 ans, 150 partout en France, c'est ça ? Non, ça fait quasiment 300 aujourd'hui avec 70 déclenchements réels. Ouais, j'étais pas loin. Non, mais... J'ai bien bossé le sujet. Non, mais alors il y a deux choses. Le rapport de la Cour des comptes que tu as cité disait qu'il était nécessaire d'imaginer un exercice à l'échelle nationale parce que là au moins tout le monde serait concerné par l'exercice. Et la deuxième, il n'y a pas de solution miracle, je pense. Donc, il faut former les jeunes qui seront les adultes de demain. Ouais, donc, le risque d'accoutumance, finalement, on se dit, bon, quitte à prendre le risque, faisons-le, quoi. Moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un risque d'accoutumance parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des exercices très fréquemment pour parler de ce risque d'accoutumance. Et tu disais tout à l'heure, à l'école, on sait qu'il va y avoir des exercices incendies, il y en a plusieurs par an. Malgré tout, même si on ne croit pas qu'il y a un incendie, tout le monde va suivre la consigne, va se retrouver à l'extérieur, plutôt dans le calme. Et finalement, admettons qu'il y ait une accoutumance, c'est pas forcément mauvais en termes de comportement, de réponse à cette alerte. Au moins, ça diminue le stress, oui. Et on sait quoi faire. Alors, sur l'exercice incendie, tu le disais, on joue l'évacuation. On sort du bâtiment. Sur une alerte tsunami, il faudrait accepter d'évacuer le littoral. Sur une inondation, il faudrait accepter de partir pour voir où est-ce qu'on va. Accepter de dormir une nuit dans un gymnase, on se dit oui, ça peut être fun. Je pense que non. Mais ça peut arriver le jour où malheureusement il y aura un danger qui surviendra. Donc il faut accepter ça. Et pour moi, c'est aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Donc finalement, être beaucoup plus acteur de l'alerte, quoi. C'est ça.
Ce que demande la loi de 2003, que tout le monde rappelle en disant le citoyen est acteur de sa propre mise en sécurité. Je pense que Karine, on est d'accord là-dessus. C'est que c'est pas cette formule qu'il faut dire, c'est qu'il faut accompagner le citoyen dans sa mise en sécurité aujourd'hui. Donc notre message d'alerte pour l'inondation dans le Gard, il ressemblerait à quoi ? Alerte, alerte. Ceci est un message de la préfecture du Gard. Une inondation est en cours à tel endroit, tel cours d'eau. Si vous habitez dans tel quartier, vous devez évacuer. Laissez vos enfants à l'école, ils y sont en sécurité. Écoutez la radio pour de plus amples informations. On peut ajouter un lien vers un site web où on pourrait avoir de l'information, par exemple, Vigicru, ce genre de choses. Et voilà. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Il ne faut pas que ce soit trop long de se manière, parce que si c'est un pavé... Non, c'est ce que disait Karine, mais avec une formule peut-être un peu plus concise, éviter des phrases complètes et puis être injonctif. Ouais. Moi, j'ai découvert, là, en préparant cet épisode, le site Géorisque, que je ne connaissais pas du tout. Ça, vous en pensez quoi ? Ça, c'est important que chaque citoyen sache... Déjà, Géorisque, c'est en gros, ça nous permet de savoir si on est dans une zone à risque. Et en fait, on l'est tous. Il y a forcément un risque près de chez nous, non ? Il y a peut-être 2-3% du territoire qui n'est pas couvert par un risque, mais oui, en cumulé, certains territoires ont 6 risques, 7 risques, 9 risques. Après, c'est là où il faut être au courant, il faut avoir connaissance du risque sur son territoire. C'est le but de la plateforme Géorisque, et il y a aussi d'autres plateformes d'information. Quelles autres ? S'il y en a d'autres, on prend. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a Météo France, il y a Vigicru, il y a... Mais ça, c'est en cas d'événement. En cas d'événement, que Géorisque, au moins, ça nous permet de savoir... Oui, ça complète le site Géorisque, c'est savoir les risques. Et puis, il y a le site FR Alert qui permet aussi de savoir s'il y a des alertes en cours, ce qui est aussi une plus-value importante. Allez, les 3 grands défis pour terminer aujourd'hui par rapport à l'alerte, c'est quoi ? Johnny a parlé tout à l'heure des personnes en situation de handicap. Et ça, je pense qu'il y a du travail encore à faire là-dessus pour savoir comment mieux alerter ces personnes qui, peut-être... ne peuvent pas lire une alerte ou ne peuvent pas entendre le son, etc. Donc ça, pour moi, c'est un vrai défi de vraiment inclure l'ensemble de la population dans le système d'alerte. Deuxième. Sortir du fétichisme technologique. En fait, il y a encore des outils qui vont arriver demain. On parle d'alerte par satellite en peut-être 2027 en France. Alors, ce qui est génial, parce que du coup, s'il n'y a plus de courant... les antennes ne peuvent plus diffuser le signal. Donc là, les satellites viendraient en plus-value. Sauf que d'un autre côté, il y a les besoins de la population qu'il faut prendre en compte, parce qu'en fait, un message d'alerte non compris, non lu, ne donnera jamais d'application des consignes derrière. Donc voilà, c'est un peu la formule, c'est que c'est bien d'avancer sur la partie technologique, mais il faut surtout pas délaisser, impliquer les populations. Ouais. Et un petit troisième pour la route ? Tu parlais de la culture du risque. Je crois que ce serait peut-être même la première chose. C'est-à-dire continuer les exercices, les faire à plus grande ampleur, impliquer vraiment les citoyens pour faire en sorte que cette culture du risque existe vraiment. Parce qu'aujourd'hui, en France, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Merci à tous les deux, Karine Weiss et Johnny Douvigny. On peut notamment retrouver vos travaux sur le site de la Fondation Maïf. Enquête de prévention est un podcast de la Fondation Maïf, réalisé par René Prod. Nouvelle to-do list, 2 points à la ligne. Rentrez mon adresse sur Géorisque, à la ligne. Organiser un quiz alerte au prochain repas de famille, à la ligne. Offrir un smartphone à mamie.